Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire décryptage assujettissement et entité fonctionnelle. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes que les derniers participants se connectent. D'ici là, je vais pouvoir vous redonner quelques informations sur le déroulement de la présentation. Donc, on va notamment faire un focus très rapide sur la partie décret tertiaire. Et ensuite, on va vraiment aller sur la partie assujettissement, entité fonctionnelle. Durant toute la présentation, nous nous sommes appuyés notamment sur les textes officiels qui sont disponibles sur la plateforme Opérat. Et vous aurez l'occasion, d'ailleurs, au travers des différents chats, de nous poser vos questions. Donc, il va y avoir 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Voilà. Donc, on va attendre encore quelques secondes et on commencera tout de suite la présentation. Je rajouterai, Marcel, bonjour à tous. Je rajouterai, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra en fin de webinaire sur la partie qui sera dédiée aux questions-réponses. On sait très bien que cette question d'assujettissement est une question assez complexe. On voit très bien avec certains de nos clients la complexité. Des fois, on n'a pas des réponses. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Et si on n'a pas réponse à votre question, on reprendra contact avec vous et on vous apportera du coup la réponse par la suite. Ok. Eh bien, écoutez, je vois que ça se bloque un petit peu au niveau de la participation. Ce que je vous propose, c'est de commencer. Alors déjà, je vais me présenter. Donc, Martial Géry, chef de projet au sein de l'entreprise Green Today. Et donc, j'aurai la joie de vous présenter la totalité de ce webinaire. Et donc, on aura effectivement Zachary qui sera en backup pour répondre à vos questions. Alors, très rapidement, Green Today, qui nous sommes. Nous sommes un bureau conseil en efficacité énergétique qui a été créé fin 2020 avec l'ambition effectivement d'accompagner nos clients sur l'ensemble des valeurs sur la partie énergétique. Donc, on va traiter vraiment un ensemble de services, donc toute la partie achat d'énergie, bien évidemment. On se rend compte aujourd'hui de la complexité d'acheter son énergie à bon prix, avec tout ce que ça engage derrière. Donc, on propose effectivement de différents types de solutions. Un pôle, effectivement, financement au travers des certificats d'économie d'énergie que vous connaissez sûrement, qui découlent notamment de toute la partie efficacité énergétique, dans laquelle nous réalisons différents audits, différents accompagnements qui aboutissent à des actions qu'il faut financer. Donc, c'est vraiment un lien important entre ces deux entités. Et nous travaillons également avec une plateforme digitale de management de l'énergie, sur la base d'une plateforme qui s'appelle Énergisme, que vous connaissez sûrement, et qui nous permet effectivement de relier un petit peu l'ensemble de ces solutions que nous proposons à nos clients. Donc vraiment, nous traitons au travers de ces 4 pôles de services l'entièreté de ces prestations, d'ailleurs pouvant aller jusqu'à la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, que ce soit en achat ou en travaux. Passons tout de suite effectivement au concret. Alors le décret tertiaire, en quelques mots, d'où il vient? Le décret tertiaire, il émane tout simplement de directives européennes, dans ce qu'on appelait la politique des 3-20, qui date d'un petit moment maintenant, qui fixait effectivement des réductions de gaz à effet de serre, des réductions de consommation énergétique et la production d'énergie renouvelable. Ce texte a été traduit au niveau français, voilà, au travers de différents textes, les lois Grenelle 1, 2, mais notamment la loi Elan, courant novembre 2018, qui, elle, au travers d'un décret qui s'appelle le décret tertiaire, a été appliqué le 23 juillet 2019. Donc ce décret a notamment été complété au travers de 2 arrêtés modificatifs. Le premier qui s'appelle l'arrêté méthode, le second l'arrêté valeur absolue, donc ils vont fixer un certain nombre d'éléments. Voilà. Et donc on a notamment un autre arrêté modificatif qui est en cours de discussion, qui aurait dû paraître sur fin d'année passée, mais qui pour l'instant n'est pas encore sorti, et qui va notamment fixer, dans le cadre de la valeur absolue, les objectifs à 2040 et compléter certaines catégories. Donc on verra ça d'ailleurs dans la suite du webinaire. Alors ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Il impose à la fois aux propriétaires et aux locataires, alors soit d'un bâtiment
dont l'activité est totalement tertiaire, soit de bâtiments à usage mixte, donc avec du tertiaire et d'autres types d'activités, soit un ensemble de bâtiments dont la surface cumulée des activités tertiaires qui sont hébergées sur ce périmètre dépasse 1000 m² de surface plancher. Ce texte leur demande deux choses. Une première chose qui est l'obligation de déclaration annuelle d'un ensemble de données de consommation en énergie finale. Donc ces données de consommation sont notamment rentrées sur une plateforme qui est gérée par l'ADEME, qui s'appelle la plateforme Operat. D'ailleurs, le premier délai de déclaration est fixé à 2022, donc il y a pas mal de choses à faire. Donc si vous êtes en retard, n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on puisse vous accompagner dans cette première déclaration. Il n'y a pas que des consommations, il y a d'autres choses. Et la seconde, bien évidemment, c'est l'obligation de réduction des consommations énergétiques. Donc là, le décret vous propose finalement deux solutions, soit de fixer des seuils, des valeurs objectifs à 2030, 2040, 2050, qui sont réalisés et calculés selon la méthode en valeurs relatives. Donc là, on va prendre une année de référence avec une consommation de référence entre 2010 et 2019, y retrancher 40, 50, 60 pour avoir des objectifs en kilowattheure d'énergie finale par mètre carré et par an. Donc ça, c'est la première méthode. La seconde, qui est un petit peu plus complexe, on ne va pas forcément s'étaler, c'est la méthode en valeur absolue. Donc là, les différents textes vous fournissent des tables dans lesquelles vous avez deux composantes. La composante chauffage, climatisation, ventilation, qui en fonction de votre localisation, votre altitude et votre catégorie de bâtiment et d'activité, ainsi que la composante use, qui est l'usage du bâtiment, va vous donner, pareil, un objectif en 2030. Et 2040, ce sera le second arrêté qui va arriver. Voilà, donc ce décret, vraiment, il vous fixe ces deux obligations, mais il vous fixe aussi différentes sanctions dans le cas de non-respect de ces obligations-là, donc des pénalités notamment financières, qui ne sont pas négligeables. On parle de 7 500 € d'amende par personne morale et par site, et 1 500 € par personne physique et par site, sans compter effectivement ce qu'on appelle le wall of shame ou le name of shame. Donc c'est que les mauvais élèves, finalement, qui ne mettent pas en place des actions pour atteindre ces objectifs, seront sanctionnés au travers d'une publication sur un site spécifique qui leur montrera effectivement que ça va être compliqué d'aller plus loin et qui les empêchera notamment de relouer ou de vendre leur patrimoine ou une partie de leur patrimoine. Donc ces différentes déclarations vous donnent lieu à une notation que vous avez sur la droite avec différentes feuilles. Et donc, en fonction de votre avancement par rapport à vos objectifs que vous aurez calculés, vous aurez une notation plus ou moins différente. Et donc, ça vous permettra notamment de vous comparer avec des personnes dont la proximité de l'activité fait que voilà, vous pourrez comparer un peu les torchons avec les torchons, les serviettes avec les serviettes. Finalement, c'est vraiment l'intérêt de cette plateforme et de cette notation éco-énergie tertiaire. En synthétique, voilà ce qu'il faut retenir effectivement de ce décret tertiaire, mais il y a plusieurs parties qui sont compliquées finalement à appréhender, et la première est toute simple, c'est celle qui vous concerne sûrement, la raison pour laquelle vous êtes présent ici, c'est quel est mon périmètre d'assujettissement, est-ce que je suis assujetti au décret tertiaire? Donc, très rapidement, il faut distinguer, donc là vous l'avez vu un petit peu plus haut, mais il va y avoir vraiment trois cas. Le premier cas, qui pour moi est le plus facile à appréhender, finalement, c'est le cas du bâtiment, ou de la partie de bâtiment. Donc tout simplement, c'est dans le cas où le bâtiment dépasse 1000 m² de surface dédiée à une activité tertiaire, vous êtes concerné. Dans le cas où vous possédez dans ce même bâtiment qui est concerné 100 m² ou 200 m² d'activité tertiaire, vous êtes concerné à l'échelle de votre entité fonctionnelle. Le second et le troisième cas, qui sont le cas de l'unité foncière et le cas du site, c'est un petit peu différent. Là, on parle d'une multiplicité de bâtiments. Et on parle notamment de parcelles cadastrales et autres, donc c'est vraiment des termes qu'on va définir un petit peu, on va définir tout de suite pour vous apporter plus de matière finalement à la compréhension de ces deux cas de figure, de ces deux grandes configurations, le cas de l'unité foncière et le cas du site. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'une unité foncière? D'un point de vue juridique, le terme d'unité foncière, c'est un îlot de propriété d'un seul tenant, qui sont composés d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision. Donc là, on parle vraiment de bâtiments qui sont vraiment liés les uns aux autres, à la fois par la composante physique, à la fois par la composante propriété. Le second, qui est le site, donc le site, lui, correspond finalement à plusieurs entités fonctionnelles
dont l'exploitation est assurée par une même entité juridique. On commence toujours, lorsqu'on va analyser le périmètre assujetti, par regarder ce qui se passe au niveau de l'unité foncière, donc sur une parcelle cadastrale, le nombre de bâtiments présents, par exemple. Et ensuite, si on n'est pas assujetti sur cette partie-là, on va quand même observer la notion de site. Donc, quelques exemples de sites que vous connaissez très bien, voilà, tout ce qui est groupe scolaire, les sites industriels, les établissements hospitaliers, font partie de ces notions de site. On va avoir peut-être plusieurs parcelles cadastrales, mais des bâtiments qui appartiennent au même exploitant, finalement, qui est tout en haut. Un point de vigilance qu'il faut noter, c'est toute la partie matérielle. Ce n'est pas parce que votre bâtiment est raccordé au bâtiment voisin par le biais d'une même chaufferie, par exemple, sur 2 parcelles cadastrales différentes, ou voilà, que vous êtes assujetti de la même manière que lui. C'est vraiment les premières analyses qui vont permettre de définir votre niveau d'assujettissement. Ce n'est pas l'équipement qui va être en lien avec les 2 types de bâtiments. Donc ça, c'est important. Il y en a beaucoup qui confondent, et effectivement, il faut faire très rapidement le point sur ces sujets-là. Donc on va tout de suite peut-être passer à des cas concrets, c'est quand même plus parlant pour tout le monde. Ce que je vous propose, c'est d'abord de commencer par des établissements privés, pour ensuite vous donner quelques exemples sur les établissements publics. Je le répète encore une fois, ce sont des éléments que vous pouvez retrouver facilement sur la plateforme Opéra, qui vous permettent de comprendre également cette partie-là. Alors le premier cas de figure, c'est un bâtiment tout simple. C'est un bâtiment de bureau sur une parcelle cadastrale bien identifiée. Le bureau, là, si on vérifie le périmètre d'assujettissement au niveau de la parcelle, on est bon. On a un bureau qui, s'il dépasse 1000 m² d'activité dédiée à l'activité tertiaire, sera assujetti. Donc la vérification se fait vraiment à l'échelle du bâtiment dans ce cas de figure. Le second cas, ce même bâtiment, finalement, il héberge différents types d'activités. Il héberge des activités de commerce, de bureaux, mais également quelques appartements au 2e, 3e étage, en fonction de la configuration. Donc là, lorsqu'on va vérifier que ce bâtiment est assujetti ou non, on va calculer effectivement le nombre de mètres carrés alloués à une activité tertiaire dans ce bâtiment, sans compter bien évidemment la partie résidentielle. Et donc la vérification de l'assujettissement se fait bien à l'échelle du bâtiment, mais sans prendre en compte la partie surface dédiée au résidentiel, effectivement qui n'est pas concernée par ce même décret. Un troisième cas qui reprend effectivement une parcelle cadastrale sur laquelle il va y avoir plusieurs bâtiments. Dans le cas de figure où les bâtiments sont... voilà, on va avoir un bâtiment A, un bâtiment B, vous avez 2 entreprises, c'est pas important, ou une même entreprise, ce sera le même cas de figure. Donc là, on va analyser déjà au niveau de l'unité foncière. On se rend compte que ces 2 bâtiments sont dédiés à des activités tertiaires, donc là on parle de bureaux dans cet exemple-ci. Donc au niveau de cette entité, la vérification de l'assujettissement se fera notamment à l'échelle de l'unité foncière, tout simplement parce qu'ils sont sur la même emprise finalement, sur la même parcelle, et donc lorsqu'on va calculer la surface dédiée aux activités, on va prendre les surfaces de ces 2 bâtiments, ou du moins des surfaces de plancher dédiées aux activités tertiaires de chacun des bâtiments, les cumuler pour vérifier l'assujettissement au niveau de l'entité complète. La même chose, seulement cette fois-ci sur 2 parcelles cadastrales bien distinctes. Donc là, on a vraiment un propriétaire du bâtiment A et un propriétaire du bâtiment B qui sont complètement indépendants l'un et l'autre. On est vraiment sur 2 entreprises complètement différentes. On est sur 2 parcelles complètement différentes. Elles sont bien côte à côte. Néanmoins, on est vraiment sur une foncière indépendante avec des exploitants qui sont bien indépendants. Et donc, lorsque l'on va travailler effectivement sur est-ce qu'on est assujetti ou pas, chaque parcelle cadastrale associée à son propre bâtiment sera analysée indépendamment de l'autre. C'est-à-dire que si le bâtiment A possède 500 m² de surface allouée à des activités tertiaires sur sa parcelle, il ne sera pas assujetti, même si le bâtiment B du propriétaire Y aura plus de 1000 m² d'activité tertiaire au sein de son propre bâtiment.
Donc on est vraiment là sur deux entreprises bien différentes sur des parcelles à proximité. Justement, on est vraiment sur 2 unités foncières. Là, on va voir le dernier cas qui, lui, est un petit peu plus compliqué. Là, on est effectivement sur 2 bâtiments, sur 2 parcelles cadastrales bien différentes, mais il existe un lien fonctionnel, comme on l'a vu tout à l'heure. S'il y a un lien fonctionnel au niveau des 2 entités, même si on est sur 2 unités foncières différentes, on va du coup s'orienter sur les notions de site. Et donc, dans ce cas-là, il existe ce lien fonctionnel. Donc là, on est sur le siège de l'entreprise qui est séparé par une route sur 2 parcelles différentes. Il y a bien un lien fonctionnel, c'est le siège de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, l'analyse de l'assujettissement sera faite au niveau de l'association des 2 parcelles. C'est-à-dire qu'un bâtiment fait 600 mètres carrés, le deuxième en fait 450. Étant donné que l'on analyse dans ce cas de figure la totalité, on additionne les 2 surfaces plancher dédiées à des activités tertiaires, on dépasse les 1000 m² de plancher dédié à une activité tertiaire, donc on va être assujetti. Voilà. C'est un cas un petit peu particulier, donc là on parle vraiment de notion de site, malgré qu'on ait 2 entités foncières différentes. Si on prend quelques exemples dans le domaine du public, on va avoir notamment des mairies, des groupes scolaires. Je prends l'exemple de quelques petites communes où on a souvent ce cas de figure qui va être présent sur une même parcelle cadastrale. On va se retrouver un peu dans le même cas de figure finalement que ce que l'on a dans le privé. 2 bâtiments, une même parcelle cadastrale. La surface cumulée se fait au niveau de chacun des bâtiments. Étant donné qu'on soit sur la même parcelle, on cumule les surfaces de plancher des 2 bâtiments sur cette parcelle et on voit si on est effectivement assujetti ou non, tout simplement. Donc on le fait à l'échelle de l'unité foncière dans ce cas de figure. Le second cas, donc là on reprend les exemples des entreprises au préalable, on est sur 2 parcelles qui sont contiguës, mais qui sont exploitées, effectivement exploitées par la même entité, qui est la mairie finalement. Donc on est sur 2 parcelles contiguës, 2 bâtiments bien différents, mais du fait qu'on ait cette notion d'exploitation qui rentre en compte à l'intérieur de tout ça, on a vraiment l'assujettissement qui va se faire à l'échelle de la grosse unité foncière. Donc parcelle cadastrale 1 plus parcelle cadastrale 2. Et donc la déclaration se fera sur l'ensemble de ce bloc, à l'échelle de cette unité foncière. Le troisième cas, qui lui est encore un petit peu plus costaud, qui regroupe à la fois les cas d'avant et un peu en imbriqué. Donc là, on est dans le cas d'un campus universitaire, différents bâtiments sur la parcelle cadastrale 1, différents bâtiments sur la parcelle cadastrale 2. Donc on a bien effectivement cette notion-là qui rentre en compte. Donc au niveau de la parcelle cadastrale, ce qu'on vient de voir, c'est que tous les bâtiments faisant partie de la même parcelle vont forcément être allotis si on dépasse les 1000 m². De l'autre côté, la même chose. Néanmoins, vu qu'on a la même exploitation qui arrive tout en haut, c'est-à-dire le campus, qui va gérer effectivement tous ces bâtiments qui sont potentiellement sur les 2 parcelles, du coup, on va avoir un site composé de 2 unités foncières différentes, mais du coup, la vérification et l'assujettissement vont se faire à l'échelle de la totalité du site. Donc, de la parcelle cadastrale 1 plus de la parcelle cadastrale 2. Et donc, si on dépasse effectivement si on est toujours sur les 1000 m² de surface de plancher, on est assujetti à ce décret tertiaire. Donc là, on était vraiment sur la partie assujettissement, comprendre un peu, est-ce qu'on est concerné, est-ce qu'on n'est pas concerné, est-ce qu'on se retrouve souvent dans des cas de figure où on est dans une entité où on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est vraiment important de bien comprendre son environnement, son périmètre, de savoir dans quel type de bâtiment on est, quel est le type d'activité qui est hébergé dans ce même bâtiment, et de se renseigner auprès de son propriétaire si on est bailleur, ou de se renseigner auprès des autres copropriétaires éventuellement, si on est dans le cas de la copropriété, pour vraiment savoir notre cas de figure et notre assujettissement à ces différentes échelles. Et donc nous Green Today, nous pouvons vous accompagner sur cette partie-là. Alors maintenant qu'on a compris finalement, ok, on est assujetti, et maintenant il va falloir définir un petit peu les différentes entités fonctionnelles. C'est finalement ce qui va composer nos différents bâtiments. Alors, en définition, qu'est-ce qu'une entité fonctionnelle ? La définition dans la plateforme Opérate, c'est notamment un échelon pour lequel je devrais déclarer mes données sur la plateforme Opérate,
et pour lesquels les objectifs seront fixés. Une entité fonctionnelle, finalement, c'est le binôme propriétaire-locataire qui va vraiment, on va le voir dans la continuité, va nous permettre effectivement de segmenter un petit peu les différentes surfaces de mon bâtiment en fonction des catégories, des sous-catégories d'activité, leur attribuer des objectifs et réaliser un cumul de ces objectifs pour savoir, sur mon périmètre d'assujettissement, j'ai X entités fonctionnelles qui me donnent finalement un objectif qui est particulier. Alors, cette entité fonctionnelle, elle est réalisée par le label éco-énergie tertiaire, elle est faite par le décret tertiaire, notamment parce que ça permet de responsabiliser chacun des exploitants, que ce soit les propriétaires ou les locataires. C'est extrêmement important de les mettre dans la boucle les uns et les autres. Par contre, il n'impose pas que ce soit le propriétaire ou le locataire à déclarer son entité fonctionnelle. C'est vraiment une discussion qui doit être menée au préalable de ces déclarations sur la plateforme Opérate. Donc finalement, dans un bâtiment donné, on va voir quelques exemples après, vous pouvez avoir différentes entités fonctionnelles, et chaque entité fonctionnelle devra déclarer chaque année différents types d'informations. Ces informations, c'est notamment la consommation de référence. Donc entre 2010 et 2019, vous devrez sélectionner une année de référence qui sera associée à une consommation de référence. Et donc, c'est effectivement ces déclarations-là de consommation de référence que vous devrez associer à chaque entité fonctionnelle. Vous devrez y attribuer également toutes les sous-catégories, les surfaces de ces sous-catégories et les différents indicateurs d'intensité d'usage. Là, on est dans le cas de la valeur absolue. Je vous donne des exemples après, vous n'en faites pas. On va avoir toute la partie objective, donc par entité fonctionnelle, les valeurs de consommation relative ou consommation absolue, donc les valeurs qu'on a vues tout à l'heure. On va avoir les attestations, les notations éco label énergie tertiaire qui vont être attribuées par entité, et on va avoir une attestation annuelle qui va être délivrée par entité. Cette attestation, comme je vous le disais, elle va être extrêmement importante, tout simplement parce que lorsque vous devrez vendre ou relouer votre bien, vous devrez y associer ce document-là pour pouvoir relouer ou vendre votre bien. Alors vous l'avez compris, on a vraiment deux grandes échelles. Le premier, c'est est-ce que je suis assujetti? À quel niveau? Bâtiment, unité foncière, site. Et le second, finalement, c'est quelle est mon entité fonctionnelle? Comment je dois déclarer justement ce périmètre? Donc là, on va aller un petit peu plus dans le détail, vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, là, on est dans un cas de figure, justement, pour vous donner cet exemple-là, le cas de figure d'une copropriété. Donc, on voit que le copropriétaire X détient les deux blocs du haut. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, normalement oui. Donc là, le copropriétaire X, lui, va détenir effectivement les deux blocs du haut, qui sont loués par le locataire 1 sur l'étage 4 et loués par le locataire B sur l'étage 1 à 3. Le copropriétaire Y, quant à lui, fonctionne avec un autre locataire sur le rez-de-chaussée. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, à l'intérieur de ce même bâtiment, qui est le périmètre d'assujettissement, le bâtiment est concerné, dépasse les 1000 m² de surface plancher, il est concerné dans sa totalité. On va commencer un prédécoupage. On va définir ce qu'on appelle l'entité A, B et C, dans ce cas de figure précis, qui vont être associés à la composante, comme on vient de dire tout à l'heure, propriétaire-locataire. Donc l'entité fonctionnelle A, justement, c'est le binôme propriétaire X, locataire 1. L'entité B, c'est propriétaire X, locataire 2. Et l'entité fonctionnelle C, c'est le propriétaire Y et le locataire 3. Donc on est vraiment sur 3 entités fonctionnelles qui vont devoir déclarer chacune des informations qu'on a vues au préalable. Donc là, on est vraiment dans le cas d'une copropriété. Donc chaque propriétaire, donc là il y en a 2, et chaque locataire, il y en a 3, devront se mettre d'accord sur qui déclarera quoi au niveau de la plateforme. On détaillera après les différentes sous-catégories, on va passer un petit peu plus tard. De la même façon, là on est dans le cadre de la monopropriété. Donc là on a un seul propriétaire de bâtiment, 3 locataires différents. De la même façon, on va définir 3 entités fonctionnelles complètement différentes les unes des autres,
l'EFA, l'EFB et l'EFC, qui devront chacune déclarer l'ensemble des données que l'on a vues également tout à l'heure. Si on est dans le cas de figure d'un périmètre d'assujettissement à l'échelle de l'unité foncière, donc ça c'est un exemple, dans le cadre du domaine public, on reprend l'exemple de la mairie et de l'école, un bâtiment peut être à lui tout seul une entité fonctionnelle. C'est-à-dire que la mairie, il y a un seul exploitant, il peut y avoir une seule entité fonctionnelle et plusieurs sous-catégories et catégories d'activités qui vont être hébergées. Ce découpage, cette segmentation, on la voit un petit peu plus tard. En tout cas, là, on a vraiment une segmentation qui va être faite par bâtiment, donc l'entité fonctionnelle A et l'entité fonctionnelle B. Mais la déclaration se fera à l'échelle de l'unité foncière, ce qui fait que la mairie, qui est finalement qui va être l'entité la plus haute, finalement, fera sa déclaration, mais l'école également. Donc, si on prend quelques autres exemples, notamment dans le privé, ce qu'il faut retenir et ce qui est essentiel à retenir, c'est qu'une entreprise qui occupe les locaux, c'est un SIRET particulier, ça va être une entité fonctionnelle. Donc, si on reprend le cas de figure de tout à l'heure, qui est le bâtiment avec différentes entreprises qui louent différents étages, par exemple, effectivement, l'entreprise 1 aura un SIRET, donc sera une entité fonctionnelle à part entière, l'entreprise 2 également, l'entreprise 3 également. Donc on est vraiment dans ce cas de figure. Je ne vais pas vous détailler les autres petits exemples, je pense que vous avez compris au travers des détails que l'on a pu vous faire. Donc maintenant que vous avez compris ce périmètre d'assujettissement, vous avez compris la façon dont il va falloir déclarer à l'échelle de ce qu'on appelle l'entité fonctionnelle, cette entité fonctionnelle, on va encore la redécouper. La redécouper comment? La redécouper notamment avec ce qu'on appelle des catégories d'activités et des sous-catégories d'activités. L'arrêté valeur absolue 1 qui a été dévoilé, je crois que c'était fin 2020 ou 2021, je ne sais plus, a défini un ensemble de catégories et de sous-catégories, alors pas la totalité, notamment tout ce qui va être bureau, service public, enseignement et logistique. Donc elle a vraiment mis en place des tables, comme je vous disais, avec la composante climatique et la composante usage du bâtiment, avec des valeurs qui y sont associées. Donc en fonction, si vous êtes dans un bureau standard, open space ou flex office, vous aurez des valeurs différentes. Donc là, la catégorie dans ce cas-là, c'est la catégorie bureau. Les sous-catégories, ce sont les bureaux standards, les open space et les flex office. On fait pareil pour l'enseignement, on fait pareil pour la logistique, en fonction des conditions de stockage notamment, et des valeurs de froid. Donc ces catégories, ces sous-catégories, vont être à déclarer pour chacune de vos entités fonctionnelles. Donc si on prend l'exemple d'un bureau, donc la même chose que tout à l'heure, donc là on va avoir un immeuble qui est concerné par le décret tertiaire. On va avoir deux entités fonctionnelles, parce qu'on va avoir peut-être deux entreprises différentes, donc l'entreprise 1, l'entreprise 2. L'entreprise 1 qui loue quelques étages va notamment, son activité principale, c'est du bureau. Donc elle va déclarer son entité fonctionnelle qui, dans cet exemple-là, fait 200 mètres carrés. Elle va déclarer 200 mètres carrés de bureau, mais elle va y attribuer des surfaces au niveau de ses sous-catégories. Donc là, elle va expliquer qu'effectivement, il y a 100 mètres carrés qui sont dédiés à des bureaux standards, 100 mètres carrés qui vont être dédiés en open space. Donc c'est important parce qu'on va attribuer derrière des valeurs objectives en valeur absolue. De la même façon pour l'entité fonctionnelle numéro 2, qui, elle, a plus de surface finalement dédiée à une activité tertiaire, elle devra également décomposer. Alors là, dans ce cas de figure, c'est les 1600 mètres carrés, mais devra également décomposer ces 1600 mètres carrés en fonction d'activités et de sous-activités. Vous l'avez bien compris, il va y avoir néanmoins quelques cas de figure un petit peu plus complexes. Donc là, on va arriver dans tout ce qui va être particularité, je dirais, de ces déclarations et limite de ces déclarations. Notamment, dans ce même bâtiment, vous avez des communs qui vont être disponibles
pour les deux entreprises. Je parle effectivement de certaines coursives. Alors là, le cas était particulier, mais il peut y avoir des coursives qui sont communes à des bureaux, etc., etc. Donc il va falloir également savoir comment les intégrer dans vos consommations. Et donc, pour cela, il y a une répartition qui va être faite des consommations de ces communs en fonction du tantième finalement que vous détenez dans ce bâtiment. Si on reprend un exemple standard qui est remis juste là, vous avez 600 mètres carrés de bureau pour l'entreprise 1, 800 mètres carrés de bureau pour l'entreprise 2, et vous avez 200 mètres carrés de surface commun. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va réaliser un tantième de surface et on va associer du coup un tantième de l'espace commun dans les entreprises. Et donc ce sera ce tantième qui va se rajouter, s'additionner au mètre carré d'exploitation d'usage tertiaire, notamment. Donc l'entreprise 1 va se retrouver effectivement avec 600 mètres carrés plus des espaces communs avec la méthode de calcul qui est définie juste en dessous. De la même façon pour l'entreprise 2. Et donc ces 200 mètres carrés d'espace commun, eux, seront du coup définis en fonction de ce tantième-là. On a également deux autres particularités. La particularité des locaux techniques. Donc là, vous retrouvez notamment les différentes machineries, vous avez différents équipements. Donc ce qu'il faut, et les stationnements également. Dans le cadre des stationnements, il y a une particularité. Si c'est votre métier premier de faire de l'exploitation par rapport à ce métier du stationnement, vous devez déclarer effectivement vos consommations. Si par contre, vous êtes dans un immeuble qui est assujetti au décret tertiaire et qu'il y a effectivement des consommations dans des parkings souterrains, par exemple, on va d'abord analyser le bâtiment. On ne prendra pas en compte la partie stationnement en termes de surface pour déterminer l'assujettissement de votre bâtiment. Par contre, dans vos futures déclarations de consommation, étant donné que c'est un espace commun, il va y avoir effectivement une répartition des consommations liées à ce stationnement qui va être associée à vos consommations à vous, tout simplement. De la même façon, alors là on ne l'a pas forcément précisé, au niveau des stationnements, vous avez toute la partie bande de recharge de véhicules électriques qui ne rentreront quant à eux, pas en compte dans le calcul de vos consommations. C'est vraiment des consommations qu'on va sortir du décret tertiaire qui ne sont pas concernées par des optimisations éventuelles à faire par la suite. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Et la surface des locaux techniques, un peu comme celle des stationnements, lorsque vous regardez votre bâtiment, on va enlever effectivement ces différentes surfaces dédiées aux locaux techniques pour savoir, avec le cumul qu'on a vu auparavant, si votre bâtiment est concerné ou non par le décret tertiaire. Donc ça, c'est une particularité qui est important de savoir. Le second cas, c'est le cas des locaux vacants. Donc on a deux cas de figure différents. Donc étant donné que le décret a été mis en place courant octobre 2019, donc effectivement, il va fixer si les bâtiments sont vacants depuis le 1er octobre 2019 et qu'il n'y a pas eu de locataire dans ce même bâtiment, le local n'est pas assujetti au décret tertiaire. Donc ça, c'est important, notamment pour les propriétaires qui veulent louer, mais qui n'ont pas encore loué leur bâtiment, donc c'est extrêmement important. Donc il n'y a pas non plus d'obligation de déclaration de vos consommations, étant donné que c'est un bâtiment, c'est une entité qui ne fonctionne pas. Néanmoins, si depuis le 1er octobre 2019, vous avez vous louez effectivement un local, que ce local, finalement, votre bailleur s'en est allé pour X ou Y raison, et donc il est vacant depuis. Dans ce cas-là, on considérera que c'est une entité fonctionnelle assujettie à part entière, et donc il va falloir déclarer les consommations sur la plateforme Opérate de ces locaux vacants, de ce local qui a été utilisé puis restitué à son état. Donc voilà, c'est vraiment des particularités qu'il est important de prendre en compte dans le calcul de votre assujettissement. Maintenant, ce que je vous propose de regarder, c'est que on a bien vu qu'il y avait un lien entre tous ces bâtiments, qu'il y avait un lien à la fois sur le périmètre d'assujettissement, à la fois sur les entités fonctionnelles. On a vu qu'on devait calculer certains objectifs. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que
on a la capacité, dans le cadre de ce décret, de faire de l'agrégation de résultats à l'échelle du patrimoine. Je m'explique. Vous avez effectivement un groupe de structures sur votre patrimoine, vous avez X bâtiments, donc X entités fonctionnelles qui sont déclarées dans votre plateforme, dans votre patrimoine. Certaines respectent l'objectif, elles ont atteint l'objectif qui leur a été fixé par le décret ou par les différents calculs que vous aurez réalisés, et certaines ne le respectent pas. La particularité de ce décret, c'est qu'il va permettre la solidarité des structures à l'échelle d'un groupe de structures. C'est-à-dire que dans votre patrimoine, vous avez peut-être des bâtiments qui sont éclatés effectivement aux quatre coins de la France. Vous allez avoir différents bâtiments qui vont être conformes, d'autres non. Et bien effectivement, vos bons élèves vont permettre de compenser vos mauvais élèves, dans le sens des objectifs à atteindre. Et donc c'est ce qu'on appelle le mécanisme de mutualisation des résultats. Donc imaginons que vous ayez des objectifs à 100, qu'il y en a un qui dépasse, qui est à 120, le deuxième également à 120, mais le troisième est à 50. Et bien effectivement, vous pouvez récupérer les 20 excédents des deux bâtiments qui sont concernés pour venir compléter effectivement l'objectif du bâtiment qui, lui, ne l'est pas, pour limiter un petit peu la casse au niveau de vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment un principe qui est assez intéressant. C'est notamment important dans le cas de la priorisation de vos actions. Lorsque, je vous ai dit tout à l'heure, vous devez déclarer vos consommations, ça c'est une première chose, avec vos compteurs, avec ce genre de choses, mais vous devez arriver à vos résultats, au travers des obligations de résultats. Donc effectivement, c'est important de pouvoir mettre en place une vraie stratégie de déploiement du décret tertiaire, une vraie priorisation des actions que vous devez mettre en place, pour vraiment imaginer justement ce mécanisme-là de quel bâtiment vais-je prioriser, pourquoi, et est-ce qu'il va pouvoir compenser effectivement les écarts que d'autres pourraient avoir. Donc c'est vraiment important, et donc cette validation, elle doit être faite vraiment en amont des entités fonctionnelles. C'est-à-dire c'est vraiment au tout départ. C'est lorsque vous définissez votre périmètre, il y a vraiment un vrai travail à faire, de possibilités, justement de mécanismes comme ça, pour pouvoir définir ce qu'il va falloir faire sur votre périmètre. Donc là, pour reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit finalement depuis le départ, donc on a bien compris le périmètre, on voit qu'il y a dans cet exemple-là, on a un propriétaire, on a deux entreprises qui sont locataires de ce bâtiment. Donc chacune va avoir différentes catégories et sous-catégories qui vont être associées à leur entité fonctionnelle. Donc dans le cas des deux, bon là l'exemple c'est bureau commun et on peut mettre restauration, on peut mettre plein d'autres choses. Donc chacune va avoir la capacité de déterminer ses propres objectifs en valeur relative, en valeur absolue, va déterminer ses propres actions qu'elle va pouvoir mettre en place et va également avoir sa propre notation. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, chaque entité fonctionnelle sera complètement indépendante sur la partie notation qui lui est attribuée. Donc on a vu de la feuille grise jusqu'aux 3 feuilles vertes. Voilà. Néanmoins, le propriétaire, lui, va avoir une information indicative à l'échelle de son bâtiment, à l'échelle vraiment des deux entités fonctionnelles. Donc, il va additionner effectivement les objectifs, les consommations de l'entité fonctionnelle A, les consommations de l'entité fonctionnelle 2, par rapport à leurs propres objectifs. Il va avoir une notation qui va être attribuée bien évidemment à chacune, mais dans l'agrégation de ces résultats, il aura quand même une visibilité à l'échelle de son patrimoine. Donc ça, c'est vraiment des calculs et des notations qui vont être faites au travers de la plateforme opérable, tout simplement parce que chaque objectif sera calculé et sera agrégé de cette façon. Voilà. Donc je ne sais pas si tout a été clair. En tout cas, j'ai vu que ça avait pas mal sonné dans le chat. Je vous remercie pour votre attention. Justement, on va prendre, je pense, Zacharia, je ne sais pas si tu peux revenir. On va prendre les différentes questions et n'hésitez pas à en reposer au fur et à mesure. Oui, on a eu quelques questions. D'ailleurs, je te remercie, Martial, pour cette présentation. C'est vrai qu'il y a eu quelques questions et je pense que tu en as répondu à quelques-unes durant ta présentation, mais on va les reposer quand même. N'hésitez pas en tout cas à nous poser vos questions. On va prendre une petite dizaine de minutes pour y répondre.
Mhm. Je te propose de démarrer, de commencer à répondre aux questions, Martial. Oui. Donc, première question qui concerne du coup les sites industriels. La question dit, est-ce qu'un site industriel est concerné par le décret tertiaire? Alors, un site industriel peut être concerné par le décret tertiaire, tout simplement parce que sur un site industriel, vous pouvez avoir, comme on l'a vu à l'échelle du site, différents types de bâtiments. Certains vont être dédiés à l'activité de production. Donc, les surfaces de production ne sont bien évidemment pas prises dans le cadre du décret tertiaire. D'autres activités, je prends les services support par exemple, les RH, la compta, ce genre de choses, vont peut-être être dans un bâtiment et la surface qui leur est dédiée va peut-être dépasser, quant à elle, les 1000 mètres carrés de surface de plancher. Donc le site industriel dans sa globalité peut être concerné dans le cas où effectivement il héberge au travers de différents bâtiments ou de différentes surfaces plus de 1000 mètres carrés d'activité tertiaire à part entière. Il y a des particularités, ça il faut le voir au cas par cas, mais notamment lorsque vous avez des bureaux qui peuvent être associés à la production, on considère qu'ils sont attachés à la production, même si c'est, je ne sais pas, des bureaux de chefs de projet ou des bureaux euh, voilà, des bureaux différents qui sont attachés à la production, ils vont être attachés à la production et non pas à du tertiaire, même si finalement l'activité qui est hébergée, c'est du tertiaire. Il y a vraiment cette notion et cette particularité qui peut être faite. Mais tout est analysé à l'échelle du site. Effectivement, si on dépasse dans tous les cas ces 1000 mètres carrés d'activité tertiaire, on est soumissionné au même titre que ce qu'on a défini avant. Je te remercie, Martial. J'espère que ça a été clair. J'ai une deuxième question. Laurent, qui nous a posé pas mal de questions, on va essayer de y Ouais. répondre. J'ai une question qui n'est pas très claire pour moi, mais je vais essayer quand même de la poser. Donc, deux parcelles attenantes l'une à l'autre, donc qui appartiennent au même propriétaire privé, avec deux bâtiments et deux locataires différents avec des activités distinctes. Sont-elles assujetties? Alors là, on est sur le même propriétaire de deux bâtiments contigus sur deux parcelles cadastrales différentes. Donc jusque-là, c'est ce que je suis de la question, avec deux locataires différents sur chacun des bâtiments. Ça, c'est ce que j'entends. Donc on a, pour moi, et je pense que le texte le définit comme tel, on va parler d'unité foncière regroupant ces deux parcelles cadastrales. Et à l'intérieur de ces deux parcelles cadastrales, enfin de cette enveloppe qui va constituer le périmètre d'assujettissement, qui va être l'unité foncière qui regroupe ces deux parcelles cadastrales, pour moi, il y aura la définition de deux entités fonctionnelles bien distinctes. Donc, pour le bâtiment 1, qui est avec le locataire numéro 1, il va y avoir une entité fonctionnelle qui va devoir déclarer X mètres carrés de bureau, X mètres carrés de restauration, X mètres carrés de logistique. Et pareil pour le bâtiment 2, qui devra déclarer ses propres surfaces avec ses propres catégories et sous-catégories. Et donc, vous, propriétaire, effectivement, soit c'est vous qui portez les déclarations pour vos deux entités fonctionnelles, soit par contre c'est à vous d'aller voir vos locataires et de définir le qui fait quoi. Qui va être ce qu'on appelle l'assujetti référent, donc c'est la personne qui va déclarer l'ensemble des données sur Operate pour chacune des entités ou pour les deux entités. Mais pour moi, on est vraiment à l'échelle de l'unité foncière avec deux parcelles cadastrales, deux entités fonctionnelles, donc une par parcelle cadastrale. Alors, je ne sais pas si Laurent, j'ai répondu à votre question. Je te remercie, Martial. Très bien. Oui, il répond que c'est oui. Donc, on a une deuxième question de Laurent qui nous parle en fait de l'entité fonctionnelle pour les communs dans un bâtiment tertiaire. Je sais que tu as apporté une réponse durant ton webinaire, Oui. et j'aimerais quand même que tu nous apportes une réponse par rapport à cette question. Ok. Effectivement, si on prend l'exemple le plus simple, qui est un bâtiment qui héberge deux entreprises, pour simplifier, il peut y avoir des espaces communs. Je ne sais pas, vous avez des imprimantes en commun, vous avez des couloirs en commun. Voilà, il y a des espaces qui correspondent à une restauration en commun, ce genre de choses.
en fonction, donc vous avez chacun vos propres, on va prendre l'exemple de bureau qui est très simple, on va avoir chacun vos propres bureaux avec vos propres surfaces. Néanmoins, pour ces espaces-là qui vous servent à vous, les deux entités fonctionnelles de ce bâtiment, on va répartir ces surfaces et les consommations en fonction du tantième de surface dont vous disposez dans le bâtiment. Vous disposez, vous, par exemple, de 700 mètres carrés sur les 1000 mètres carrés, et ben forcément, vous allez avoir 700 millièmes de la surface des espaces communs à déclarer, et donc 700 millièmes des consommations des espaces communs à déclarer. Alors que l'autre entreprise, qui elle possède 300 mètres carrés, aura le 300 millième des espaces communs en termes de surface et de consommation. On va vraiment avoir cette répartition-là des espaces communs. Après, bien évidemment, là, il y a des cas qui sont toujours très particuliers. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment comme ça qu'il faut appréhender ces espaces. Parfait, je te remercie Martial. Laurent répond dès que c'est clair, donc je te Parfait. remercie pour ta réponse. On a une question de la part de Habib, donc il nous pose la question suivante. Quand un propriétaire achète donc un bâtiment tertiaire sans avoir accès aux consommations entre 2010 et 2019, comment il doit faire du coup pour avoir accès à ces consommations et répondre au décret tertiaire? Ok, merci Habib pour cette question. Alors, aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie les distributeurs ont la capacité de vous fournir vos fournisseurs ont la capacité de vous fournir, alors entre 3 et 4 ans, en fonction si c'est du gaz ou de l'élec, vos consommations. Donc, vous pouvez faire une demande au travers d'un mandat pour récupérer ces différentes informations. Mais comme vous l'aurez compris, 3-4 ans, ça ne remonte pas jusqu'à 2010. Ce qui a été mis en place, notamment cette fois-ci par les distributeurs que sont Enedis et GRDF, c'est la capacité de faire appel à de la donnée jusqu'à 2010. Néanmoins, il y a une particularité, c'est qu'ils vont vous donner des consommations annuelles et non mensuelles, par exemple, tout simplement pour vous permettre de faire votre déclaration. Vous avez une consommation annuelle, vous divisez par vos mètres carrés, vous pouvez déclarer, il n'y a pas de souci. Néanmoins, ce qui est un petit peu bloquant, c'est lorsque vous voulez calculer votre consommation de référence et forcément les objectifs qu'il y a en place, ces consommations de référence vont être un peu faussées dans le sens où vous pouvez choisir entre 2010 et 2019 une année glissante. Donc de juin à juin, de février à février. La particularité, c'est qu'Enedis, eux, vous donnent 2010, 2011, 2012, 2013. Donc là, vous n'aurez pas cette capacité-là. Voilà. Donc c'est la seule particularité. Donc si vous êtes propriétaire effectivement d'un bâtiment tertiaire et que vous n'avez pas ces consos, vous avez ces deux solutions. Les mandats auprès de vos fournisseurs pour récupérer 3-4 ans, et ensuite, effectivement, les informations qui peuvent être délivrées par Enedis, tout simplement. Je te remercie Martial. J'ai Habib qui nous rajoute une question par rapport à ta réponse. Et si c'est une partie de cette énergie et du fuel? Alors, toutes vos consommations sont à déclarer, vos consommations énergétiques, j'entends. Donc, en fonction des cas de figure, certains vont se chauffer au bois, d'autres au fuel. Voilà, il y a vraiment l'idée, c'est de déclarer l'ensemble de vos consommations qui vont être sur chacun de vos sites. Donc, que ce soit du fuel, du gaz liquéfié, que ce soit du réseau de chaleur, que ce soit effectivement du gaz simple, de l'élec, etc., tout doit être déclaré d'un point de vue consommation. Le décret vous apporte notamment ce qu'on appelle des équivalents en énergie primaire et en énergie finale. C'est-à-dire que si vous consommez 1 kg ou 1 litre de fuel, en fonction de comment c'est, ou 1 mètre cube, vous allez avoir en parallèle des kilowattheures équivalents. Et donc, ce sont ces kilowattheures qui correspondent à votre quantité consommée qui vont être à déclarer sur la plateforme. Donc, imaginons que vous ayez fuel et lake comme principaux biais, et bien effectivement, vous déclarerez les deux types de consommation. Parfait, je te remercie Martial. Ce que je propose à Habib, à la limite, c'est de reprendre contact avec nous par la suite pour lui apporter peut-être plus de réponses à ces questions. On a encore une autre question de la part de Laurent, toujours. Jusqu'où peut aller l'agrégation d'identités fonctionnelles, sociétés, groupes, sirènes, sirettes? Alors,
Dans l'ensemble, ce que l'on conseille de faire, c'est vraiment que ce soit l'entité la plus haute qui prenne la responsabilité de la déclaration. Donc une entreprise, par exemple, avec 30 établissements répartis sur la France entière, va déclarer. Alors après, effectivement, chaque entité va être soumise à est-ce que je suis assujetti ou non, et va être soumise du coup à ses découpages, segmentations, etc. et objectifs individuellement, d'accord. Mais le fait de regrouper à l'entité fonctionnelle, à l'établissement le plus haut, ça permet vraiment de permettre ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait de pouvoir compenser la non-atteinte de résultats que d'autres pourraient atteindre plus facilement. Voilà. Il suffit que dans votre patrimoine, vous ayez des vieux bâtiments, des bâtiments très récents. Vos bâtiments très récents sont peut-être déjà conformes, mais peut-être déjà au-delà de vos objectifs 2030. Donc, ça vous permet de prioriser des bâtiments dans votre patrimoine qui, eux, vous savez qu'ils ne le seront pas du tout. Voilà, donc généralement, c'est effectivement, on a retrouvé chez certains de nos clients ce cas de figure avec des anciens et des nouveaux bâtiments, locataires, propriétaires. Donc c'est vraiment une analyse précise et du cas par cas. Et c'est vraiment c'est ce que j'expliquais, c'est vraiment une stratégie à mettre en place et qui est vraiment importante. Parce que là, on parle simplement de l'assujettissement de la déclaration, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des objectifs de réalisation des résultats, des objectifs. Et donc pour les mettre en place et arriver à ces seuils, il va falloir investir. Il va falloir mettre du capital ou il va falloir travailler sur cette stratégie, ce plan pluriannuel de travaux qui permettra à l'échelle du patrimoine d'arriver à l'ensemble de vos objectifs. Et ça, effectivement, ça se fait pas si simplement que ça. Parfait, je te remercie Martial. Laurent, J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, je vois ou sinon on reprendra contact par la suite. J'ai une autre question qui concerne cette fois les bâtiments qui sont sortis de terre en 2021 et les bâtiments qui vont sortir de terre au courant cette année et dans les années à venir. Sont-elles assujetties du coup au décret tertiaire? Alors oui, tout simplement oui. Les premières parution, je dirais, du décret évoquait effectivement des bâtiments qui étaient construits avant 2018. Mais bon, au fur et à mesure, c'était les premiers textes, et aujourd'hui, c'est vraiment tous les bâtiments qui vont être concernés. Logiquement, je dis bien logiquement, lorsque vous construisez aujourd'hui un bâtiment ou lorsqu'il a été construit depuis quelques temps maintenant, en moins de 5 ans, votre bâtiment est censé respecter ce qu'on appelle la réglementation thermique 2012 à minima, 2020 depuis le 1er janvier. Le décret tertiaire se repose sur cette réglementation thermique et donc notamment fixe certains quotas de consommation mètre carré, de besoins bioclimatiques et un certain nombre d'éléments. Donc logiquement, si votre bâtiment a été créé il y a peu, il semblerait qu'il soit déjà conforme. Mais dans tous les cas, vous devez le déclarer, vous devez déclarer ces consommations, ces entités fonctionnelles qui sont à l'intérieur de ce bâtiment ou de ce site ou autre, et les catégories, sous-catégories, de la même façon. L'avantage, c'est que si vous avez un bâtiment qui est récent, comme on l'a vu tout à l'heure avec Laurent, oui, alors effectivement, Laurent, vous avez raison. C'est pour la partie logement. Néanmoins, c'est une norme qui va être segmentée dans les futures années. Mais logiquement, le décret se base sur la RT12, qui, elle, est déjà en place pour le tertiaire. Je vois en même temps, effectivement, vos remarques. Donc, voilà. Pour moi, les nouveaux bâtiments sont censés être conformes déjà au décret tertiaire. Après, on n'est pas à l'abri d'erreurs d'exécution pendant les phases de travaux. On n'est pas à l'abri de surconsommation, notamment due au comportement des usagers. C'est parce que votre bâtiment est très performant que les personnes ne vont pas chauffer à fond et puis ouvrir les fenêtres quand même. Voilà. Après, il y a aussi une question de comportement qui peut rentrer là-dedans. Je ne sais pas si c'est 2023, le texte, il est décomposé en 3 ou 4, et effectivement, tout prend un peu de retard, tout est décalé, donc je ne pourrais pas vous répondre exactement. Parfait. On a une question d'Olivier qui nous demande que se passe-t-il lors d'une session de bail d'un nouveau locataire avec une activité différente? Quelle référence de consommation? Alors, que se passe-t-il lors d'une session de bail?
Si l'entité était concernée par le décret tertiaire avant, elle l'est aujourd'hui. Sauf si, et là c'est une exception, les surfaces ont bougé. Comment dire? Là, c'est vraiment un cas un peu particulier. Il y a vraiment pas mal de cas de figure complètement différents. Ça risque de prendre un peu de temps. Ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, quand vous cédez le bail, vous gardez quand même le propriétaire est toujours là. Il est toujours lui soumis à ses objectifs. Simplement, c'est voilà, son binôme change. Mais dans tous les cas, le binôme et le nouveau binôme va devoir engager à la fois des objectifs, s'engager sur les objectifs à atteindre, etc., qui auront été du coup déterminés avant. Tout simplement parce que le choix aura été avant. Donc pour moi, vous êtes la référence de consommation, si vous êtes un nouveau locataire à un endroit donné, c'est souvent le propriétaire qui reprend la partie objectif et qui va vous donner effectivement les objectifs à atteindre. Et donc ça, c'est notamment des informations qui doivent apparaître dans les nouveaux bails et qui doivent être notifiées, du moins lors de la négociation ou de la renégociation de votre bail. Mais encore une fois, il y a tellement de cas particuliers qu'il faudrait qu'on regarde ça. Je te remercie, Martial. Olivier, si ça répond à votre question. On a répondu à la question d'Olivier. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter pour voir, on va dire, en profondeur et en détail ce cas de figure et vous apporter une réponse, on va dire, plus précise parce que c'est vrai que la question elle est assez vaste et sans précision, on ne pourra pas vous donner une réponse claire. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre participation. Ah, je pense qu'il y a une autre question qui arrive. On y répond vraiment à la dernière question parce que je prépare le temps. Et derrière, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter, à prendre contact avec nous. On sera ravis de vous apporter en fait voilà, des réponses à vos questions. On sait très bien que ce sujet d'assujettissement allait poser pas mal d'interrogations chez vous, en tout cas, et chez les entreprises concernées par le décret. Mais en tout cas, voilà, on reste à dispo en sachant que même l'ADEME n'a pas réponse à toutes les questions et au fur et à mesure, il tranche sur certaines questions. Il complète la fois aux questions, effectivement. On n'a pas certes que pour certaines questions aujourd'hui, on n'a pas encore réponse de la part de l'ADEME, mais il y a toujours une mise à jour qui est faite quotidiennement par l'ADEME pour apporter en tout cas un maximum de réponses. Écoutez, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et puis on reste à disposition. N'hésitez pas à nous solliciter pour répondre à vos questions. Excellente journée à tout le monde. Merci Martial. Merci à tous, bonne journée à tous et n'hésitez pas à nous contacter. Les présentations vous seront envoyées, l'enregistrement de la présentation vous sera envoyé. Et vous avez également la plateforme Opéra sur laquelle il y a pas mal de documents sur lesquels vous pouvez vous baser aussi pour vous familiariser, même si c'est assez costaud. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente... Oui, le webinaire vous sera retransmis par... il y aura un enregistrement, la phase de questions-réponses. Voilà, vous aurez l'intégralité de la vidéo. Voilà. Mais écoutez, merci à tous. On vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Et bon courage à vous dans cette démarche qui, on le sait, est assez complexe. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Au revoir.